Bonjour, je suis ravi de vous accueillir ici pour ce premier débat en format Web TV. Alors ça ne va pas être très pratique, mais on a choisi, compte tenu du contexte sanitaire toujours préoccupant, de garder le masque. Alors un premier débat qui, nous l'espérons, on appellera de nombreux autres. Nous avons choisi de consacrer cette première émission à un sujet qui va nous occuper beaucoup en 2022, la présidentielle, et plus précisément la primaire populaire qui va avoir lieu entre 7 candidats situés à gauche du 27 au 30 janvier. Mais cette primaire, au vu des décisions prises de ne pas en tenir compte par les uns et des éparpillements, au vu des sondages guère encourageants aussi, va-t-elle servir à quelque chose? Peut-elle changer la donne dans le cadre de cette campagne présidentielle? Pour en débattre, d'un côté Jean-Yves Lalanne, maire de Bière, qu'on ne présente plus, anciennement socialiste, il a rejoint en 2018 le GDS, vous y êtes toujours? Oui, c'est un réseau politique qui se bat pour l'unité. Incarné nationalement par Gérard Filoche, et vous êtes pour le processus de la primaire populaire. De l'autre côté, Julien Brunel, vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts pour le Béarn. Tout à fait. C'est tout récent, je crois. C'était depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. Et vous défendez pour votre part clairement, quoi qu'il arrive, Yannick Jadot, candidat de ELV, désigné lui-même à l'issue d'une primaire à laquelle ont concouru les adhérents, enfin les candidats internes au Vert. Mais avant d'échanger, messieurs, et pour savoir précisément de quoi on parle, voici cette vidéo réalisée par notre journaliste Anne-Sophie Estruche. 1 minute pour comprendre la primaire populaire. Voilà, le décor est planté. Jean-Yves Lalanne, pourquoi vous êtes-vous inscrit très tôt, dès le mois de juillet, je crois, dans ce processus de désignation d'un candidat unique pour la gauche, et qui soutenez-vous parmi eux? Alors d'abord, pourquoi l'unité? Parce que c'est une nécessité. Il faut partir de là. Il y a 80% de l'électorat de gauche, de toutes les gauches sociales, écologistes, citoyennes, progressistes, insoumises, qui sont pour l'unité de toute la gauche. De plus, si à cette élection, un ou une candidate de gauche ne fait pas 20%, moi j'ai dit 25%, il n'y aura pas de qualification au deuxième tour. Donc toutes, et là, ce sont des candidatures de témoignage. On n'est pas dans les années 80, dans les années 90, où, de façon assurée, il y avait une candidature de gauche, en l'occurrence du Parti Socialiste, qui allait être au second tour, à la présidentielle. Or, on est dans une autre situation. Il y a un fractionnement de la gauche, donc il faut travailler à l'unité. Et donc, je me suis prononcé pour l'unité, comme des centaines de milliers de personnes qui ont signé différents appels. Il y avait l'appel 2022 vraiment en commun, qui a constitué des comités partout. Il y a eu ensuite la primaire populaire, dont on va parler. Et quel candidat soutenez-vous parmi les 7 en présence ou candidats? Ah, moi, je n'ai pas de candidat et de candidate. En fait, je suis pour la candidature la mieux placée. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que si on veut faire l'unité, ça veut dire qu'il faut faire des compromis entre les programmes. Or, justement, à propos du programme, puisque la primaire populaire parle du socle commun, est-ce que c'est un programme commun? En fait, c'est le résultat de discussions entre représentants de partis. Je dis bien tous les partis. On en parlera tout à l'heure. Ont participé, sauf le PC, qui n'avait pas envoyé de représentants, et le parti de gauche, le parti de Jean-Luc Mélenchon, parti constitué, c'est pas la sphère gazeuse de l'unité populaire.
à participer. Alors, ce n'est pas un programme qui est validé, c'est simplement indicatif. Julien Brunel, pourquoi les Verts ne jouent-ils pas cette carte de l'union à gauche? Seuls vous risquez d'être éliminés au premier tour. Alors, en tout cas, c'est ce que disent les sondages. Tout à fait. D'abord, les Verts jouent cette union, en fait, cette idée de l'union, cette belle idée de l'union. Là, je rejoins M. Lalanne. C'est quelque chose de vraiment très important. Et c'est quelque chose qui est défendu par les écologistes, comme beaucoup de monde ailleurs, mais surtout qui est proposé concrètement. C'est-à-dire que parmi toutes les tendances politiques citées par M. Lalanne, il y en a une seule, qui a véritablement tendu la main et proposé de se réunir pour s'unir et pour parler d'un projet au mois d'avril 2021, Yannick Jadot. Un autre candidat à la primaire des écologistes, Éric Piolle, travaillait sur cette idée d'arc humaniste, et il travaille toujours d'ailleurs. En 2017, Yannick Jadot a pris ses responsabilités, et en se mettant d'accord avec Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste, il a permis de créer cette union. Donc les écologistes ne sont pas du tout dans la dynamique de refuser l'union ou de la fuir. Au contraire, ce sont les seuls qui, de manière très concrète, moi j'aimerais qu'on nous dise si quelqu'un un jour, dans les dernières années, évidemment on ne va pas remonter de 20 ou 30 ans, la politique c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les dernières années, qui plus que les écologistes a pu concrètement et efficacement prendre ses responsabilités sur cette union de la gauche? Vous sortez d'une primaire chez les Verts. Tout à fait. Où, alors on parlait de socle commun, vous aviez pas tous les mêmes idées, et bon, vous-même, vous étiez pour Éric Piolle, vous êtes rallié derrière Yannick Jadot. Pourquoi ne pas élargir et prolonger ce processus? Parce qu'en fait, il y a la réalité du calendrier de la présidentielle. Et la réalité du calendrier de la présidentielle, c'est qu'on se concentre vers l'échéance. On ne s'éparpille pas plus elle approche. Et donc en fait, il y a un an, la main était tendue, elle n'a pas été saisie. Les écologistes, effectivement, ont organisé une primaire, qui était d'ailleurs ouverte à toutes et à tous. Il n'était pas nécessaire d'être écologiste en tant que parti politique pour participer à cette primaire, ni pour y voter. Il s'agissait juste d'avoir l'idée que l'écologie politique, le réchauffement climatique, la transformation du modèle et la réduction des inégalités sociales étaient importantes. Les écologistes s'y sont présentés. Il y avait 5 candidats. Moi, j'ai travaillé effectivement sur le projet d'Éric Piolle. Parmi les engagements qu'il y avait, pour les gens qui participaient à cette primaire, c'était de soutenir, quoi qu'il arrive, la personne qui allait sortir gagnante de cette élection, de cette primaire. Parce que c'est aussi question de cohérence. Ce n'est pas aujourd'hui forcément le cas de la primaire populaire, où parmi la multitude de candidats et de candidates possibles, toutes et toutes n'ont pas forcément exprimé l'idée qu'ils allaient soutenir le candidat sortant. Par exemple, Christiane Taubira, il y a quelques jours sur France Inter, disait qu'elle réserverait son choix de soutenir ou pas, de se maintenir ou pas à cette élection présidentielle, si d'aventure elle n'était pas désignée par la primaire populaire. Alors justement, je me tourne vers vous, Jean-Yves Lalanne. Est-ce que ce n'est pas la principale faiblesse de ce processus, le fait que plusieurs candidats ont déjà signifié qu'ils ne se plieraient pas au résultat? Est-ce que ça ne rend pas, dès le départ, cette primaire inopérante? Et finalement, à l'arrivée, est-ce qu'on n'est pas sur une espèce de sondage grandeur nature? En tout cas, ce qui handicape la primaire populaire, c'est la division. Donc ceux qui refusent l'unité, c'est-à-dire maintenant tous les candidats, sont responsables du fait que la primaire populaire ne s'impose pas comme une primaire. D'ailleurs, ce n'est pas une primaire, ça a été rectifié. C'est une investiture, moi je dirais même une désignation. Alors vous pourriez dire que c'est un sondage, mais en tout cas, c'est un événement. Si on est ici aujourd'hui, si la presse en parle, si les candidates et les candidats critiquent la primaire populaire et le processus de vote, c'est parce que c'est un événement. Pourquoi c'est un événement? C'est parce qu'il y a 300 000, ou 400 000, il y aura peut-être 400 000 ou plus, 450 000 personnes qui vont y participer. Alors, il y avait 311 000, je crois, participants inscrits hier, c'est ce qu'on voyait sur la plateforme, et 326 000 aujourd'hui. Il reste 2 jours pour s'inscrire. Est-ce que ce sera suffisant pour créer une dynamique autour du futur gagnant? Je ne sais pas. Moi, je dis à tout le monde, c'est un outil. Et dans cette période de division, on prend tous les outils qui peuvent rassembler, qui peuvent créer un sursaut. Et donc, 350 000, 400 000, parce que j'avais entendu des représentants de la primaire populaire dire 350 000, mais peu importe. C'est un événement. Écoutez, la primaire de LR, c'était 150 000. Celle des Verts, c'était 120 000. Il n'y a pas que les écologistes, membres du parti. Moi, j'ai voté. J'ai voté aux 2 tours, d'ailleurs. Hein. Vous aviez voté pour qui? J'avais voté. J'avais voté pour Piolle au premier tour et pour Sandrine Rousseau. Les deux
qui se prononçaient pour qu'il y ait une primaire de toutes les gauches sociales, écologistes, citoyennes. Et donc, c'est tous les candidats qui sont responsables du fait qu'on n'est pas 1 million et 2 millions. Mais dire faire la fine bouche dans cette période de division, c'est irresponsable. Parce qu'il faut en revenir à la question clé. Pour tous les gens des gauches sociales, écologistes, vous entendez toujours le petit son du triptyque suivant. Le social, l'écologie, la démocratie. Et les candidats et les candidates peuvent inverser les trois. Mais ça reste ce triptyque-là. Et tout le monde dit qu'il y a une urgence climatique. Mais ça veut dire que c'est irresponsable de se diviser. Puisqu'encore une fois, moi je pense qu'il y a une possibilité de recomposition Pécresse-Zemmour ou Zemmour-Le Pen. Et donc le seuil de qualification, ce sera 20%. Et ce n'est pas en grignotant quelques pourcents sur les autres candidats, ou même sur les abstentionnistes, qu'on réglera le problème. Donc il y a une responsabilité, et puisque les candidates et les candidats ne se mettent pas d'accord, ça veut dire que cette primaire est une impulsion, un petit coup de pied pour qu'il y ait l'unité. Et puis on verra après, il y aura le bilan, on tirera le bilan, combien effectivement de votants. Et puis moi ce que je souhaite, c'est qu'ils se rencontrent, qu'ils discutent, qu'ils s'entendent. Et cette petite musique-là, on va l'entendre tout le mois de février. Alors parlons de ce fameux socle commun de propositions censé avoir été négocié avec 13 partis de gauche. Mais tout le monde n'est pas d'accord, semble-t-il, sur tout. Ne serait-ce que par exemple la sortie du nucléaire pour 2050. Est-ce que c'est aussi une des raisons du cavalier seul de Yannick Jadot ? Alors, le socle commun pose effectivement, en tout cas, il pose des questions. Et puis même, très honnêtement, on peut avoir quelques regrets déjà. Parce que, moi je tiens à le dire, cette idée de primaire populaire, au départ, c'est formidable. Moi, pour ceux qui me connaissent, je suis issu des mouvements citoyens, j'étais sur la liste citoyenne d'Oloron-Sainte-Marie aux élections municipales. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très enthousiasmant. Le triptyque de Jean-Yves Lalanne, vous y souscrivez globalement ? Absolument. Mais il y a quand même quelque chose, il faut quand même aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que la politique aujourd'hui, enfin, telle que moi je la conçois, telle que ma génération la conçoit, c'est pas de l'événement, c'est pas du calcul politique. Je suis d'accord, hein, il y a un événement. Mais l'événement, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut dire social, écologie, démocratie, démocratie, écologie, sociale, et puis dans l'autre ordre, vous avez dit écologie, sociale, démocratie. Qu'est-ce qu'on met derrière ? Et ce qu'on a essayé de mettre derrière avec cette primaire populaire qui était enthousiasmante, pour laquelle certains candidats à la primaire des écologistes ont exprimé de l'intérêt, c'est une évidence, c'était le programme, le projet. Aujourd'hui, on travaille sur des idées. Il y a des urgences sociales, il y a des urgences écologiques, il y a aussi des urgences morales. Quand on voit ce que fait le Front National, ce que fait Zemmour, ce que fait aussi Emmanuel Macron d'une certaine mesure, il y a quand même, il faut prendre conscience de tout ça, il faut aller le chercher. Et on va le chercher avec un projet, avec des idées. Et ce socle commun aujourd'hui, les écologistes ne s'y reconnaissent pas. C'est-à-dire que le socle commun, par exemple, n'aborde pas du tout la question des accords de Paris. Les accords de Paris sur le climat fixent des objectifs. L'État français, le gouvernement d'Emmanuel Macron vient d'être condamné pour ne rien avoir mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et le projet de la primaire populaire ne le mentionne même pas. Donc, si vous voulez, nous, écologistes, convaincus qu'il faut faire l'union, convaincus qu'il faut se rassembler, convaincus qu'il faut travailler, malgré tout, on ne peut pas adhérer à un projet qui n'est même pas à la hauteur sur les accords, les objectifs fixés par les accords de Paris sur le climat. Jean-Yves Lalanne, est-ce que ce socle commun peut aider à recomposer la gauche comme vous l'évoquez ? Alors, je disais en toute humilité, c'est une indication que l'unité est possible. Vous savez, il y a plus de désaccords au sein d'Europe Écologie Les Verts entre les différentes candidatures à leur primaire qu'entre les Verts et le socle commun. Il y a plus de désaccords dans le Parti communiste, où une partie du Parti communiste soutient Jean-Luc Mélenchon, qu'entre le socle commun et le PC. Et je pourrais démontrer, et pareil pour le PS, et pareil pour tous les partis. Pourquoi ? Parce qu'il y a des unitaires qui sont partout. Quand 80% de la population, de l'électorat de gauche, est pour l'unité, si tous les militants sont pour rester comme des Playmobil derrière leur candidature, bien disciplinés, bien sectaires, c'est grave. Heureusement, il y a des unitaires. Il y a des unitaires partout. Par exemple, Noël Mamère, qui est plus à Europe Écologie Les Verts, mais qui est une référence quand même, comme candidat écologiste. Il est venu à Bière, il est pour l'unité, et il dit qu'il y a la possibilité d'unité, évidemment. Quand au municipal, on arrive à faire l'unité et que la guerre des égos est surmontée, eh bien on fait l'unité entre qui ?
entre toutes ces forces-là. Et c'est quand on fait cette unité-là qu'on peut gagner. Donc, la question du socle commun ne doit pas être un préalable à la participation. Et d'ailleurs, on aurait pu souhaiter que la primaire populaire se transforme en discussion entre tous les candidats officiels qui peuvent avoir... les candidats, ceux qui peuvent avoir 500 signatures. Ça, c'est pas fait, encore une fois, à cause de la division. Mais c'est un petit vent vivifiant, bienveillant, que d'avoir un événement comme ça, dans une période de division irresponsable. Moi, j'ai une petite anecdote, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit. En Allemagne, le KPD, c'était le Parti communiste, et le SPD, le Parti socialiste, en 31-32, jusqu'en 33, c'était les organisations de gauche les plus puissantes d'Europe occidentale. À elles deux, elles pouvaient faire l'unité. Période de division, les socialistes étaient traités de socio-fascistes par les communistes, et les socialistes faisaient plutôt alliance avec le centre-droit. Bilan des courses, je ne vais pas plus loin. Hitler n'a jamais été élu majoritairement, il était une minorité, et il a curiassé la gauche. Alors bien sûr, on n'est pas dans la même situation. Je ne fais pas un parallèle grossier entre Zemmour et Le Pen. On appelle ça un point Godwin. Et qui, quoi ? On appelle ça un point Godwin. Et donc, je pense que l'histoire doit nous rafraîchir la mémoire. Et donc, ce qui est sûr, c'est que la division de toutes les gauches sociales, écologistes, fera qu'aucune ne sera au second tour. Et moi, en tant que citoyen, je veux qu'il y ait la gauche et les écologistes au second tour. Et pour ça, il faut faire l'unité, il faut s'entendre. Et le mois de février va induire pas mal de surprises, avec des recompositions. Et si l'unité n'est pas possible pour certains appareils, c'est parce qu'ils ont engagé des moyens financiers. Mais peu importe. L'unité ramènerait beaucoup plus de moyens et rembourserait allègrement toutes les dépenses des candidats et des candidates qui se retireraient au profit du mieux placé. C'est ce que se dit LREM par rapport au MoDem en ce moment, si j'ai bien pu comprendre. Si je peux peut-être répondre à ça, parce que je pense qu'en fait, là, on voit très clairement ce qui nous unit, et là sur quoi on a peut-être des différences. Ce qui nous unit très clairement depuis le début, c'est que cette idée d'union, cet objectif d'union, cette nécessité, je pense qu'on la partage. Je pense qu'il y a une approche arithmétique de la politique qui est évidente. Faisons-la. Faisons-la, mais à quel prix ? Et sur quelle base ? Et sur quel sujet ? Vous dites... le projet, ce n'est pas un préalable. Le socle commun, ce n'est pas un préalable pour faire une union. C'est ça la différence, en fait. C'est que nous, on pense que s'unir, se rassembler, c'est forcément autour de valeurs, autour d'idées, autour de projets, autour de propositions, quitte à les débattre ensemble, quitte à les construire ensemble, comme Yannick Jadot l'a proposé, encore une fois, je le répète, il y a déjà presque un an. Sans ce rassemblement autour d'un projet, autour d'idées, on arrive à un objectif d'union qui n'est pas sincère. Parce que l'objectif d'union de la primaire populaire, c'est de rassembler tout le monde derrière un candidat pour éviter, et puis sinon limiter la division. Que va-t-il se passer si un candidat ou une candidate est désigné par la primaire populaire et qui n'est pas un candidat ou une candidate déjà déclaré ? Et en fait, ça sera simplement un candidat ou une candidate de plus. Donc si la primaire populaire avait comme objectif sincère de limiter la division, pourquoi en viendrait-elle à ajouter, en plus, un candidat ou une candidate à 80 jours du premier tour ? C'est là qu'il y a un problème de cohérence. Et si je peux juste finir là-dessus, qu'est-ce qui se passe quand on fait une primaire sans projet ? Parce qu'en fait, on a déjà cette expérience-là. Primaire sans projet, c'est par exemple la primaire de la gauche de 2017. Il y a eu une primaire. Et parmi ces candidats-là, en fait, il n'y a pas eu d'unité. Il y a Manuel Valls qui n'a pas soutenu le candidat désigné. Il y a François de Rugy qui a fini numéro 2 du gouvernement d'Emmanuel Macron. Une primaire sans accord sur le projet, sans accord sur les valeurs, c'est pas possible. Alors je ne sais pas si je vais parvenir à vous unir, mais parmi les 7 candidats retenus par les organisateurs, nous avons une Béarnaise, Anna Portery-Agueb, qui pourrait d'ailleurs être le trait d'union entre vous deux, puisque c'est une jeune militante de 23 ans, sensible à l'écologie. Julien Brunel, la connaissez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Alors j'ai jamais eu la chance de la rencontrer, mais évidemment je la connais médiatiquement. Et je trouve que c'est Anna et puis d'autres candidats et candidates, ça fait partie
des bonnes choses de cette primaire populaire. Je l'ai dit tout à l'heure, la primaire populaire, dès le départ, vu mon parcours personnel, mon parcours politique personnel, militant et membre de collectifs citoyens, c'est une bonne nouvelle. Voir des gens comme Anna qui puissent accéder à ce niveau de visibilité avec leurs idées, avec leur dynamique, avec leur énergie et avec leur sérieux, parce que c'est pas que de la fraîcheur, c'est aussi une proposition très sérieuse. Ça fait du bien et franchement, ça fait plaisir. Ce qu'on regrette de nouveau, c'est que cette primaire populaire avec des candidats ou candidates comme Anna, puisque vous la citez, et en fait se retrouve mécaniquement étouffée parce que les appareils politiques de l'ancien monde ont remis la main dessus, ont réinjecté leurs propres candidats, quitte même à réinjecter des candidats qui n'ont pas envie d'y être. La prochaine question va aborder cet aspect. Et vous, Jean-Yves Lalanne, qu'appréciez-vous chez Anna Agueb-Porterie? Alors, pour expliquer le processus, la primaire populaire, elle est partie du principe qu'elle intégrait automatiquement les candidats et les candidates qui pouvaient avoir 500 signatures. Alors, ce n'est pas l'ancien monde dont parle Julien, hein, parce que les Verts, ça existe depuis des décennies. Hein, il n'était pas né quand les Verts se sont constitués. Et donc, il y avait ces candidatures-là. Et puis, comme c'était une primaire aussi ouverte aux citoyens, il y a eu une série donc, de candidatures individuelles comme Anna Agueb, Charlotte Marchandise, le député européen Pierre Larouturou, un Béarnais aussi, hein, d'origine, originaire de Garlin. Et donc, ces candidatures-là se sont cristallisées et sont restées dans la liste des 10 parce que justement, d'autres, comme par exemple, et je le regrette, Fabien Roussel du PC, n'a pas eu les signatures. C'est-à-dire que l'électorat du PC n'a pas participé du tout. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à une candidature même locale qui n'est pas portée, et ce n'est pas insultant vis-à-vis de Anna Agueb-Porterie, parce qu'on l'a invitée à Billère, mais elle ne représente pas une force politique conséquente qui sera soit au premier tour, et a fortiori au deuxième tour, parce que, encore une fois, c'est une désignation. C'est pas la primaire populaire, c'est une manière d'indiquer qu'il y a un processus unitaire possible et qu'on peut désigner une candidature qui devra faire l'unité. Parce que le problème reste entier après le vote. C'est qu'il y aura d'autres candidatures qui refuseront l'issue du vote. Mais ça crée un événement. Et en politique, c'est ça qui est important. Oui, mais... Il y a un effet domino qui va, alors je fais un pronostic, après la primaire populaire, il y aura nécessairement, et il devra y avoir, des rencontres. Et je dis que le mot d'ordre suivant, rencontrez-vous, entendez-vous, c'est un mot d'ordre qu'il faudra dire à tous les candidats et les candidates qui veulent se présenter, s'ils ont les 500 signatures, évidemment. Oui, mais pour en revenir peut-être à Anna Porterie-Agueb, elle incarne aussi, et peut-être la primaire populaire avec elle, du moins son esprit, cette rupture avec la logique de parti, avec la politique d'avant, dont Julien Brunel parlait aimablement. Je vais citer quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le député socialiste David Habib. Il dit à propos des jeunes à l'initiative de la primaire populaire, ce sont des boutonneux qui ne m'inspirent pas du tout confiance et qui se rassemblent au café, rien de plus. Il n'y a pas un peu de mépris C'est consternant. C'est consternant. Quand on est depuis aussi longtemps en politique, depuis aussi longtemps, membre d'un parti politique, le Parti socialiste, qui n'a cessé de décevoir et de trahir, comme vous le disiez, ça remonte, j'étais même pas né quand tout ça a commencé à se passer. Et qu'aujourd'hui, on voit des jeunes gens, je crois que je suis même certain qu'Anna est un petit peu plus jeune que moi, qui n'abdiquent pas, qui ne vont pas vers l'abstention, qui s'engagent, parce que c'est ça en fait, c'est un engagement la politique, qui se présentent comme candidats. Entendre dire par David Habib que ce sont des jeunes boutonneux dans un café, ou avec tout le respect que je dois à M. Lalanne, que c'est des gens qui ne représentent pas un potentiel, moi je vous avoue que ça me dérange. Ça me dérange. Et c'est d'ailleurs, finalement, on en revient à la primaire populaire, le sujet du jour, c'est d'ailleurs ça qui est dommage, c'est qu'il y a une initiative qui est belle, et les appareils, les vieux appareils, mettent la main dessus, et pour être représentant d'un potentiel, il faudrait alors être élu européen, ancien ministre socialiste, ce genre de choses. C'est ça, en fait. Quelle est la place qu'on laisse aux nouvelles générations dans ce projet ? Excuse-moi, Julien, mais 10 minutes de plus, et je pense que tu reviendrais à dire que la primaire est une nécessité pour justement
dépasser les appareils. Oui, Moi, je crois que vous justifiez les appareils ou les partis, il faut les dépasser, mais on ne peut pas s'en passer. Il faut faire cette alchimie entre les uns et les autres. C'est précisément ma position. Et souvent en politique, on a des gens qui se déchirent, qui s'invectivent les uns les autres, et quand les dirigeants se mettent d'accord, eh bien, c'est les premiers à changer de ligne. Donc, faisons preuve d'indépendance, faisons preuve d'esprit unitaire avant que les chefs soient obligés de faire l'unité. Et une telle initiative, encore une fois, 300 400 000 Est-ce que ça personnes peut ramener qui les vont... citoyens dans les urnes à l'arrivée? Parce que beaucoup de citoyens, une bonne partie de l'électorat de gauche, de toutes les sensibilités, gauche, sociale, écologiste, citoyenne, insoumise, des gens qui ont voté pour les uns les autres aux précédentes élections, ne votent plus à cause de la division. Parce qu'il y a un sentiment un peu d'écœurement, quoi. Les gens en haut se déchirent, et en fait, il y a des urgences sociales. Quand on parle de chômage, de précarité, vous croyez qu'on va attendre 5 ans? Que ces gens-là vont attendre 5 ans? Quand on parle de logement insalubre, quand on critique les uns et les autres, tous les candidats de gauche écologistes le font, les insuffisances ou les erreurs de la politique gouvernementale, que ce soit les politiques de Macron, Le Pen, Zemmour, que j'ai oublié, Pécresse évidemment, eh bien, si on se divise, s'il n'y a pas unité à cette présidentielle, cela veut dire que les appareils sont complices de cette division et c'est un appel au vote implicite, par défaut, pour ces candidats-là. Donc, il y a nécessité de tout faire pour l'unité, malgré les défauts du processus. Moi, j'ai une question. Monsieur Habib, que vous citiez, est donc élu au Parti Socialiste, qui est un parti potentiellement concerné par cette union. Est-ce que vous pourriez vous unir avec Monsieur Habib? Oui, parce que je pense, sans problème, on peut faire l'unité. Regardez, vous parlez du Parti Socialiste. Malgré ses positions sur l'écologie, ses déclarations sur les écologistes. Je sais, c'est excessif. Il est pas sympa avec les écologistes. Je sais que c'est excessif, mais moi j'ai vu et j'ai entendu des candidates écologistes, par exemple dans la première circonscription, faire tout pour la division, et je sais que les Verts ou Europe Écologie n'étaient pas unanimes. Donc on a ces phénomènes. Il faut surmonter ça. Malgré le passif, malgré les divisions, je pense qu'il y a un socle commun, et qui n'est pas simplement le socle commun de la primaire populaire, mais qui est un socle historique, qui n'est pas simplement sur des valeurs, sur des revendications, des propositions. Et la preuve, il y a eu la possibilité de faire, sous Jospin, sous Hollande, il y a eu la possibilité, c'est pas moi qui ai constitué, un front entre les différentes gauches. Et par exemple, sous Jospin, il y avait toutes les composantes. La gauche plurielle. La gauche plurielle. Il y avait même Jean-Luc Mélenchon qui était ministre. Il était au Parti Socialiste, je le connaissais bien. Mais on avait un arc de force. Donc, cette unité-là est possible. Il va falloir conclure. Messieurs, je vais vous demander un dernier mot, ou quelques-uns, mais très court. Julien Brunel, alors, pessimiste de voir la gauche présente au second tour de la présidentielle? Non, moi je pense qu'il y a... Pessimiste ou optimiste? Plutôt optimiste. Plutôt optimiste. Vous y croyez? Pardon? Vous y croyez? Oui, j'y crois. J'y crois parce que dans toutes les élections dans lesquelles les écologistes se sont engagés depuis ces dernières années, les européennes, les municipales, les régionales, partout en France, il y a eu du progrès et dans beaucoup d'endroits, il y a eu des victoires. À Lyon, dans la ville de Lyon et à l'agglomération de Lyon, ville qui était tenue par Gérard Collomb, qui était un ministre d'Emmanuel Macron, les écologistes ont gagné. Et d'ailleurs, La République En Marche a fait l'alliance avec d'autres partis dits de gauche contre les écologistes. Mais les écologistes ont gagné quand même parce que autour d'un projet écologiste, il y a eu un rassemblement, effectivement, de partis, de mouvements citoyens autour d'un projet. À Bordeaux, à Strasbourg, à Grenoble, à Besançon, à Marseille. Donc vous croyez à la dynamique qui est née au municipal? Absolument, absolument. Vous partez de non loin, seulement j'y crois, mais surtout je l'espère, parce que, comme le disait M. Lalanne, les temps sont importants, les temps sont graves. Il s'agit de réagir. M. Lalanne, optimiste, pessimiste? Moi, je suis toujours optimiste, et il faut l'être. Ceci dit, je rectifie ce que dit Julien Brunel. Les listes dont il a parlé ne sont pas des listes écologistes. Ce sont des leaders qui sont tête de liste, écologistes, mais ce sont des listes d'union. Il n'y a pas beaucoup d'exemples où une liste homogène d'Europe Écologie Les Verts, du PS, du PC ou des Insoumis qui deviennent majoritaires au municipal dans une grande ville.
Ça n'existe pas. Il faut faire l'unité. Et cette unité-là, elle permet des dynamiques citoyennes. Éric Piolle, il me l'a expliqué, la dynamique. Il n'a pas été seul. Ce n'était pas un sigle politique. Sinon, ça ne marchait pas. Aux élections présidentielles, idem. Comment Yannick Jadot peut faire 20%? Comment Jean-Luc Mélenchon peut faire 20%? Comment Fabien Roussel peut faire 20%? Comment Anne Hidalgo peut faire 20%? Par l'unité. Ce sera le mot de la fin, Jean-Yves Lalanne. L'union fait la force, je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. Encore faut-il pouvoir la réaliser. J'ajouterai l'union fait la force autour d'un projet. Messieurs, merci d'avoir participé à ce premier débat de la REP, dont nous vous rendrons compte dans notre édition de lundi. Merci aux internautes de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau débat. Merci messieurs. Merci beaucoup, merci. Merci.